Alors, je vais passer la parole à Olivier Bouchot, qui va nous donner le mot de la fin et la conclusion sur cette journée IMEA et le bilan de la journée. Merci Olivier. Alors, je ne sais pas si je vais te remercier Laurence, parce que me demander de faire le bilan de la journée, déjà ça va être très compliqué. N'ayant pas pu venir ce matin, et j'en suis désolé, et je vous prie de m'en excuser, je serais bien en peine de résumer ce qui a été dit ce matin, même si je peux en imaginer quelques teneurs. Alors c'est vrai que c'est un exercice auquel je m'étais contraint l'année dernière, peut-être un peu laborieusement, mais cette année, je ne vais pas pouvoir le faire. Et en fait, en écoutant cet après-midi que j'ai trouvé passionnante, puis avec des intervenants de très haute qualité, de très haute compétence, moi qui suis d'un optimisme pathologique, je commence à fissurer cet optimisme et je me disais, est-ce qu'on peut continuer d'être optimiste ? Je ne sais pas ce qui a été dit ce matin, mais quand on voit l'introduction d'Anopheles stephensii en Afrique avec un paludisme qui va devenir une maladie urbaine et un vecteur qui va venir probablement ou possiblement dominant et qui est résistant aux péritrénoïdes, on a quand même de bonnes raisons de s'inquiéter sur déjà un petit recul de tous les bienfaits que Rollback Malaria avait fait pendant 15 ans. Et quand on voit ce qui a été dit aujourd'hui sur la résistance bactérienne, quand on voit les projections OMS pour 2050 qui donnent un petit peu froid dans le dos et des pistes pour s'en sortir qui existent, mais qui a l'air tellement difficile à mettre en place, quand on voit que tout récemment, un dirigeant d'un grand pays d'Amérique du Sud nous promet une dérégulation à tout va, allant jusqu'à supprimer le ministère de la Santé, alors je pense et j'espère qu'il n'y arrivera pas, mais enfin, quand on a des idées comme ça, alors qu'on vient de dire que probablement il faudrait faire comme ce qui a été fait pour la mise en place des stratégies antirétrovirales en Afrique, et c'est la même chose pour le paludisme, où de fait il y a un certain dirigisme dans la mise en place des ACT. Alors certes, et pour la tuberculose c'est pareil, certes ce sont des maladies un peu plus simples parce qu'il y a un agent bactérien qui n'est pas si compliqué que ça à diagnostiquer, avec des outils qui sont finalement maintenant assez accessibles, que ce soit le TDR pour le paludisme ou maintenant le gène expert pour la tuberculose. Peut-être qu'on peut imaginer des approches, enfin c'est pas peut-être, on imagine déjà des approches de ce type-là pour en tout cas les principales maladies bactériennes. Donc au moins la dimension diagnostique, il y a un préalable à pouvoir imaginer des lignes stratégiques un peu dirigistes sur l'antibiothérapie serait accessible. Mais tout ça, ça va demander des moyens considérables. Alors on a su le faire pour le paludisme, on a su le faire pour la tuberculose, on a su le faire pour le VIH. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour les infections de façon générale, ce qui représente une masse de morbidité et donc une masse financière considérable? Ce d'autant qu'il ne faut quand même pas, parce que nous, infectiologues ou du monde de l'infectiologie, on reste cramponnés, pour ne pas dire aveuglés par les maladies infectieuses, mais il ne faut pas oublier qu'on est en pleine transition sanitaire et que les maladies infectieuses sont maintenant minoritaires. L'essentiel de la morbimortalité sont des maladies non transmissibles. Et toute cette discussion-là, j'imagine que les cardiologues, les hypertensiologues, les cancérologues, tous nos collègues des autres disciplines concernées, les pneumologues, vous savez que que dans quelques années, la première cause de morbimortalité au monde, ça sera la bronchite chronique, qui n'est pas particulièrement une maladie infectieuse, même s'il y a une petite contribution. Et donc tous nos collègues, j'imagine, ont cette même réflexion. Et l'argent de la solidarité internationale a ses limites et ses faiblesses, puisqu'on voit que ça a petite tendance à refluer actuellement dans un contexte général un petit peu difficile. Et donc, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous faire jeter dans le canal ou dans le bassin de la Villette qui est juste à côté en sortant d'ici. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques petites raisons de ne pas être extrêmement optimiste. À vrai dire, on peut le rester quand même, parce que la seule façon de s'en sortir, ça va être ce que va faire l'Afrique,
puisque ça reste quand même très concentré sur l'Afrique, toutes ces problématiques-là. En tout cas, en termes de disponibilité financière, hein, pas parce que la résistance... mais je pense que l'Asie, notamment, va trouver les moyens de s'en sortir. La raison d'espérer, c'est qu'il y a un dynamisme, il y a une dynamique de population et il y a des richesses en Afrique qui vont savoir être canalisées pour pouvoir trouver les moyens nécessaires pour s'en sortir, puisque c'est le développement, Étienne nous l'a parfaitement, intelligemment rappelé, même si c'est une perspective à un tellement long terme que je crois que 2050 sera atteint avant cet objectif-là. Mais c'est le seul moyen de s'en sortir, il faut se mettre cet objectif-là de long terme devant nous. Voilà. Tout ce que j'ai dit là n'est pas très très important et vous n'aurez certainement pas appris grand-chose. Par contre, je vais vous dire qu'il y a quand même une lumière d'espoir supplémentaire, c'est que l'IMEA existe. Et l'IMEA, pour la 17e fois, vous a convié à cette jouissance intellectuelle que sont ces débats et ces discussions. L'IMEA a su s'affranchir cette année du sponsoring, ce qui fait qu'on est en totale autonomie et liberté de parole, même si en pratique, il faut être honnête, ça ne nous a jamais été le moindre frein. Et donc je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée existe, principalement François qui a porté beaucoup ce travail-là, mais avec toute l'équipe du directoire, notamment Gilles qui a aussi beaucoup contribué. Tous les intervenants ici ou ailleurs qui ont participé, tous les participants également ici ou ailleurs, et puis évidemment nos hôtes d'Épicentre MSF. Et puis bien évidemment, je ne la vois pas, mais Béatrice qui a porté toute la logistique et toute l'organisation et l'équipe de l'IMEA. Et puisque Gilles, tu es le seul ici présent, bah, écoute, on va t'applaudir au nom de l'équipe de l'IMEA et merci encore. Et donc évidemment à l'année prochaine pour la 18e journée.